BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on colle à l'actualité dans Intégral Placement chaque jour. Le gouvernement veut finalement aller vite dans les baisses d'impôts. Édouard Philippe confirme la réforme complète de l'ISF dès l'an prochain et la flat tax de 30% verra aussi le jour dès l'an prochain. C'est ce qu'il annonce ce matin dans le journal Les Échos. Le monde des placements va donc être un petit peu chamboulé. On en parle avec Vincent Kutkovitch pour bienprévoir.fr, le directeur général de bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. D'abord peut-être la fiscalité sur les revenus financiers, dividendes, les plus-values, etc. Les capitaux mobiliers comme on dit. Et cette flat tax qui sera donc mise en place dès l'an prochain. Ça ne traîne pas. Ouais, ça ne traîne pas. C'est plutôt un bénéfice nouveau et une nouveauté attractive, je dirais, pour les épargnants, notamment pour ceux qui étaient sur des tranches marginales d'imposition au-delà de 30%. Je rappelle que depuis les réformes Hollande, le capital était taxé comme l'impôt sur le revenu. Donc là, les épargnants qui étaient sur des tranches à plus de 40%, notamment les foyers qui gagnent plus de 70 000 euros par an en moyenne, eux vont bénéficier de la réforme de la flat tax et vont gagner à peu près 15 points d'imposition sur les revenus de leur épargne. Et les petits épargnants qui sont eux faiblement imposés, qui étaient jusqu'ici faiblement imposés, ils vont devoir aussi subir cette flat tax à 30%. Il va y avoir des moyens quand même pour eux de la contourner. Par exemple dans l'assurance vie, si on lit bien entre les lignes l'interview du Premier ministre qui est paru cette nuit, ce matin, en fait, on comprend qu'a priori, on gardera en fait le prélèvement forfaitaire libératoire ou la possibilité d'être imposé au niveau de son imposition sur le revenu sur l'assurance vie. Donc les personnes qui sont pas imposables aujourd'hui pourront continuer en fait à bénéficier du régime favorable de l'assurance vie et auront uniquement les prélèvements sociaux à acquitter, soit 15,5% plus éventuellement la hausse de la CSG. Voilà, plus la hausse de la CSG, mais on gardera donc cette option de rester imposé à l'impôt sur le revenu pour les dividendes, les plus-values. Sur l'assurance vie, vous nous dites, ce sera le cas aussi. 30% sur l'assurance vie, ça va la rendre quand même moins attractive. Alors, tout dépend. En fait, c'est là où aujourd'hui on a peu d'indices. On a du mal un peu à comprendre ce que nous dit le gouvernement. Je pense qu'ils n'ont pas encore complètement décidé. Lorsqu'on comprend que, par exemple, la flat tax est approximativement sera de 30%. C'est ce qui est évoqué, en fait. Le Premier ministre dit environ 30% sur l'assurance vie. Il est évident que ce environ 30% peut avoir un impact important. Donc voilà, donc aujourd'hui on est dans une situation où on ne sait pas très clairement ce qui va se passer. Et cependant, pour revenir à votre question, il est probable qu'on conserve dans les grandes lignes les bénéfices de l'assurance vie. Maintenant, là où ça peut jouer, c'est par exemple avant 4 ans, aujourd'hui on est à peu près fiscalisé à hauteur de 50%. Ah oui. Voilà, si on retire des revenus de son contrat d'assurance vie et qu'on est dans une tranche d'imposition élevée, là, ça sera plutôt un bénéfice. Les 30% voilà. Pour le coup valent le coup. Mais ça soulève un point. Ça soulève le point, en fait, c'est quand même l'objectif de l'équipe Macron, c'est de flécher l'épargne vers les entreprises. Et si on incite finalement les épargnants à retirer avant 4 ans son épargne, je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif voulu. Là, pour le coup, Cédric. Cédric va s'exprimer. Pour le coup, il y a une forme de vice caché, quoi. C'est-à-dire qu'on peut fragiliser le mécanisme de longue durée de l'assurance vie. Tout à fait. Ça, c'est en tout cas, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on soit en mesure de dire que les décisions ont été prises et qu'il y ait, disons, une philosophie claire là-dessus qui ait été établie. En tout cas, on ne peut pas le dire au travers de l'interview qui a été réalisée hier, mais il est évident que ces questions vont être sur la table à un moment, dans la loi de finances. Ouais. On pense, a priori, on ne pense pas que ça devrait aller dans ce sens-là, ça serait à l'encontre en fait de l'objectif. D'autant que dans toutes les notices de fonds risqués, enfin de fonds actions, il y a bien marqué que la période d'investissement recommandée est supérieure à 5 ans. Hein, donc oui, bien sûr. C'est pas pour rien. L'objectif, c'est effectivement d'aller chercher la performance, mais d'encourager les épargnants à avoir une épargne longue qui est fléchée vers les entreprises, qui se dirige vers les entreprises. Moi, je pense qu'en fait, ce qui va probablement se passer, c'est qu'on va rester là où ça sera intéressant a priori, c'est lorsqu'on sera à 4 ans ou à 8 ans, il y aura probablement des bénéfices nouveaux à tirer grâce à cette flat tax. Maintenant, au-delà de 4 ans, au-delà de 8 ans, lorsqu'on était aujourd'hui à peu près sur 23% de fiscalité, quand on additionne la partie prélèvements sociaux aux 7,5% de l'assurance vie, probablement qu'avec les 30% qu'on va mettre en place, il y aura des petits changements à prendre en compte. Sachant que les 30%, et ça, Édouard Philippe le dit clairement dans Les Échos ce matin, les 30% ne concerneront que les nouveaux versements. De plus de 150 000 euros. Exactement. Là aussi, c'est pas clair. On ne sait pas très bien comment identifier et suivre. Ça va poser un problème important aux compagnies d'assurance vie. Comment vont-elles suivre les fameux flux? Parce que moi, j'ai regardé dans le dictionnaire, un flux, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est ce qui est évoqué aujourd'hui dans leur
l'article et dans l'article des Échos, dans l'interview des Échos, c'est pas très clair. En même temps, on dit c'est pas très clair, c'est normal que ce soit pas très clair. On est qu'au tout début là, hein, donc voilà, c'est même pas un reproche. C'est qu'à ce stade, on ne peut dire que cela, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à construire et à détailler, et le temps va jouer pour cela. Voilà, le projet de loi de finances, c'est seulement pour cet automne. Bien sûr. Maintenant, il y a quand même des décisions qu'on peut commencer à prendre aujourd'hui. Et alors, même si on prend pas de décision tout de suite, on peut commencer à se mettre en position pour prendre des décisions. Et c'est là où je pense que les épargnants doivent commencer à se poser des questions et à avancer en parallèle, en fait, d'une certaine manière, avec la manière dont avance le gouvernement. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Qu'est-ce que vous conseillez? Aujourd'hui, par exemple, nous, on a fait quelques études, on s'est rendu compte que les patrimoines qui sont fortement exposés à l'immobilier, et qui sont soumis à l'ISF aujourd'hui. Par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui a un patrimoine de 2 millions d'euros. S'il est exposé à 100% en immobilier, il va continuer à payer à peu près entre 7 et 10 000 euros d'ISF par an. S'il n'est soumis si son patrimoine est à 60% en immobilier et 40% en financier, il va sortir complètement de l'ISF. Donc là, aujourd'hui, on peut se poser la question, des gens comme ça, des gens qui sont des patrimoines qui sont exposés fortement à l'immobilier, doivent se dire, j'ai raté le coche de la diversification, c'est peut-être le moment de le faire pour échapper à l'ISF d'ici quelques mois. Mais là, vous n'allez pas vous faire des copains dans le monde immobilier, parce que vous incitez les gens à vendre leurs biens immobiliers, ceux qui sont en tout cas exposés à l'ISF à cause de l'immobilier, vous les incitez à vendre. C'est probable, mais c'est la volonté du gouvernement. En même temps, il faut peut-être commencer à se préparer aujourd'hui pour éviter de tomber au moment où il y aura une précipitation, au moment où la loi de finances sera votée, on aura le détail des mesures. Peut-être que là, il y aura une accélération, par exemple, de la vente de résidences secondaires. Donc, et les prix pourraient baisser, du coup, voilà, puisqu'il y aurait peut-être plus d'offres. Moi, je n'incite pas non plus à faire des choses précipitées, parce qu'on ne va pas vendre un bien à 1 million d'euros pour économiser 7 000 euros par an. Mais c'est la démonstration, une fois de plus, qu'en étant peu diversifié, on le paye à un moment. Donc la diversification est toujours un outil qui permet d'adoucir finalement l'impact de certaines mesures. Voilà, donc mixer davantage immobilier et produits financiers, puis en plus ça peut aider à financer aussi les entreprises. Il y a un grand point d'interrogation aussi sur les SCPI. C'est de l'immobilier ou c'est de revenus de capitaux mobiliers? Il y a deux cas de figure. Sur les SCPI qu'on appelle en direct, qui sont investis sans passer par l'assurance vie, aujourd'hui, personne ne sait ce qui sera décidé. On parlait juste avant de l'impact des lobbies. Je pense qu'il y a un lobby qui doit aujourd'hui agiter et s'agiter, c'est celui des SCPI. C'est un petit lobby. Je suis pas sûr. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit que l'épargne, ce que ça draine en termes d'épargne des Français aujourd'hui, c'est pratiquement le véhicule principal sur lequel les flux nouveaux justement arrivent. Oui, les flux nouveaux, mais enfin les SCPI, ça représente, je crois, 1% à peine du patrimoine des Français, 1%. Oui, mais si on le rapporte à la partie investie par les Français patrimoniaux entre guillemets, ça c'est pas neutre. D'autant que ça finance quand même les bureaux, les locaux des entreprises. Mais maintenant, par contre, ce dont on peut être à peu près sûr aujourd'hui, c'est que les SCPI en assurance vie, donc l'immobilier en assurance vie, il y a également les OPCI qui deviennent de plus en plus présents dans les patrimoines des Français, devraient être exonérés du nouvel impôt sur la fortune immobilière. Donc là aussi, une fois de plus, l'assurance vie va peut-être y perdre à plus de 8 ans, mais devrait gagner en termes d'ISF. Donc finalement, un patrimoine important qui est soumis à l'ISF aujourd'hui devrait globalement sortir gagnant des réformes, que ce soit sur l'assurance vie avec la flat tax, même au-delà du temps, et surtout à la sortie de l'ISF, peut-être en totalité pour certains très gros patrimoines exposés en immobilier ou en financier à travers l'assurance vie par exemple. Voilà ce panorama complet à partir des éléments qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, on vous proposera, et à vous aussi Vincent, plein d'autres rendez-vous à la rentrée, puisque les choses se préciseront. Tous ces points d'interrogation qu'on a encore soulignés ce matin verront sans doute leur réponse arriver au cœur de l'automne avec le projet de loi de finances 2018. Ça va chauffer. Ah oui, alors il y aura du boulot, du coup, raison de plus pour partir en vacances, pour prendre des forces. Non, Macron ne part pas en vacances. Donc et vous non plus? Bah non. Ah, vous faites comme lui, vous faites tout pareil. On va essayer d'être présent. Vincent Kutkovic pour bienprévoir.fr. Merci Vincent d'avoir été réactif et d'être venu nous voir ce matin sur BFM.